Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. J'ai 25 ans, j'ai une hépatite du chien et je suis étudiant à l'Université de Paris 8 en licence 2 sciences du langage. Bon, c'était un peu les études, mais beaucoup plus autre chose. Parce que dans mon pays d'origine, enfin, il n'y avait rien qui était adapté à quelqu'un en situation d'handicap. Il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Ils te donnent 4000 dinars par mois. Et puis c'est tout. Autre chose, ils ne font rien. Ils ne respectent pas cet handicap. Je ne suis pas du tout autonome. Alors j'ai toujours besoin de quelqu'un ou de mes amis. Heureusement que j'ai trouvé ici des gens qui m'aident bien. Dans les premiers jours, j'ai été hébergé chez des amis avec qui j'ai étudié à l'université de Mouloud Maghreb. Et puis ils se sont occupés de moi pendant un mois à peu près. Et maintenant je me suis fait de nouveaux amis. Alors on a loué une maison ici à Saint-Ouen et puis on vit ensemble. Et ils m'aident dans mes différentes tâches quotidiennes, voilà. Ils me mettent en lit, ils m'aident à faire ma toilette. Enfin, ils m'aident presque à tout faire. Voilà, voilà. Et puis pour aller au cours, j'y vais tout seul parce qu'ils étudient dans une université différente. Il n'y a que moi qui étudie à Paris 8. Donc je prends le bus à chaque fois. Soit je prends un bus ou bien deux bus. Tu veux garder une certaine liberté, hein? Ouais. Tu veux pas dépendre quand même trop des autres. Ouais, c'est sûr. Et puis, il faut quand même être un peu autonome. Oui, j'ai un seul frère qui est un petit frère plutôt. Oui. Je suis plus âgé que lui de 4 ans. Lui, il est en bonne santé et tout, c'est un sportif. Il fait le foot. Et puis j'ai mes parents qui habitent à Tizi-Ville. Mais on est d'originaire d'Aïtouaban. C'est un village à Michelet. Qu'est-ce que tu sais de ta maladie? Tu me disais c'est la myopathie de... C'est la myopathie de Duchenne. C'est une maladie neuromusculaire. Elle touche généralement tous les muscles du corps. Non, je n'ai pas toujours été en fauteuil roulant. Avant, je marchais, je jouais même au foot. Et puis, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai arrêté de marcher. Les premiers symptômes, j'avais du mal à monter dans les escaliers. Après, à un moment donné, mes parents, ils ont cru que j'étais gâté un peu parce que... En plus, j'ai été gâté par ma grand-mère. Et puis, elle croyait que c'est ça qui me faisait cette marche-là et tout. Et puis, elle m'a emmené chez un médecin. Et c'est lui qui a diagnostiqué la maladie chez moi. Après, ils m'ont fait la biopsie sur Alger. Et toutes ces analyses. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui étaient atteintes d'une myopathie, de cette myopathie-là ou d'autre chose? Bon, actuellement, il n'y a personne, mais dans mon village, il y a au moins 5 cas qui ont la myopathie du chien. Oui. Qui ont ton âge, qui sont plus jeunes? Il y a quelqu'un qui a mon âge, d'ailleurs on est des amis, on a étudié ensemble depuis le primaire. Et l'autre, c'est son frère, il a l'âge de mon petit frère. Donc ce sont deux cas
dans une même famille. Et puis il y a un nouveau cas récemment. Il y a un nouveau cas récemment. Et il y a même une fille. Il y a même une fille. Et elle a son frère aussi qui est malade, qui a la myopathie. Comment ça s'est manifesté les premiers temps? Ben, c'était un peu difficile. Tu m'as dit que tu marchais. Ouais, même si je marchais, mais bon. Pas vraiment. Enfin, pas comme tous les autres enfants. Je ne pouvais pas marcher trop, je ne pouvais pas courir beaucoup. J'étais scolarisé tout à fait normalement. Et je suis entré à l'école à l'âge de 6 ans. Et puis les premiers temps, j'allais tout seul et puis ma mère a commencé de m'accompagner. Elle m'emmenait le matin et puis elle venait me chercher le soir. Puis quand j'ai eu la 6e, ils ont donné à ma mère un poste à la bibliothèque du CEM où j'étais. Et puis voilà, elle venait avec moi chaque jour. Elle m'aidait dans presque tout, elle m'écrivait les cours. Enfin, c'était grâce à elle que si aujourd'hui je suis arrivé là. Et puis quand j'ai eu le beurre, c'était la même chose. Elle a décroché un poste à la bibliothèque du lycée. Et elle venait avec moi chaque jour, c'était la même chose. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Elle m'écrivait les cours, voilà. Elle faisait presque tout. Si c'était pas elle, ce serait pas. Tu serais resté à la maison, peut-être tu n'aurais pas Ben fait voilà, c'est grâce à elle. Le passage au fauteuil roulant, tu es passé à quel âge au fauteuil roulant? À l'âge de 10 ans, 11 ans. Tu l'as accepté facilement? Ben ouais, les premiers temps. Et après c'est un peu difficile. C'est quoi pour toi ton fauteuil roulant? C'est comme un peu ta deuxième peau, c'est ce qui t'aide à garder une certaine indépendance? Ben c'est comme mes pieds. Ça me permet d'aller où je veux et tout. Alors on va t'accompagner tout à l'heure, mais là tu as un fauteuil roulant quand même électrique, c'est ça? Oui, électrique, je l'ai eu ici en France. C'est une association qui me l'a donné. Elle s'appelle Aide-moi. Il y a ce genre de fauteuil roulant, Oui, mais pas aussi sophistiqué que celui-là. Il a plusieurs options et tout. Il est très très pratique. Je voulais remercier et faire un clin d'œil à cette association qui t'a offert ce Oui, s'ils ont l'occasion de voir ce reportage et tout, ben je les remercie, j'oublierai jamais leur geste. Et je remercie aussi la dame qui leur a offert le don de ce fauteuil, parce qu'elle appartenait à son fils, et puis elle a acheté un nouveau fauteuil, et alors ils ont choisi de le donner à l'association. Et moi, par chance ou par hasard, je sais pas, j'ai pu en bénéficier. Genre, on te voit là, tu es dans ton fauteuil roulant, tu te déplaces, tu veux garder cette autonomie. Si tu n'avais pas de fauteuil roulant, tu serais où aujourd'hui? Sûrement à la maison. Ouais. C'est sûr. Alors que là on est dehors, tu m'as dit tu étudies. Ouais, Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux pas plus faire aujourd'hui à cause de ta maladie? Tu as besoin d'une assistance, tu disais? ouais, j'ai besoin d'une assistance, de quelqu'un qui peut m'aider. Bon, presque à longueur de journée et sur toutes mes tâches quotidiennes. C'est facile psychologiquement pour toi d'accepter ça, d'être dépendant de quelqu'un? Comment tu vis ça toi? Ben, c'est un peu difficile, mais Tu l'acceptes? je peux pas dire que je l'ai accepté à 100%, mais T'as pas le choix. ouais, j'ai pas le choix. Je me suis un peu habitué. Et d'ailleurs, comme tu es un garçon volontaire, tu cherches activement du travail. Ouais, je cherche du travail. Pourquoi c'est important pour toi d'être indépendant financièrement?
Énormément. C'est pas aussi évident de dépendre de quelqu'un toujours financièrement et tout. À un moment donné, même lui n'a plus quelque chose à te donner, voilà. Même les parents. Et puis j'ai toujours été indépendant financièrement. J'ai toujours travaillé, On peut dire dans quel secteur tu cherches un travail? Ben, le secteur informatique beaucoup plus. Informatique, voilà, ou comme standardiste, je peux répondre au téléphone, organiser enfin un truc qu'un standardiste peut faire. Parce qu'on rappelle, tes jambes ne fonctionnent pas, tes muscles de jambes ne fonctionnent pas. Tu peux utiliser tes mains de manière modérée, mais ta tête va très bien, ton cerveau fonctionne très bien. Oui, heureusement tu as toutes les d'ailleurs. capacités intellectuelles. C'est important. C'est l'essentiel. C'est quoi tes rêves? Quand tu te projettes là, dans 2-3 ans, c'est quoi tes rêves? Rester en France et puis t'installer, fonder une famille? Ben ouais, voilà, et pouvoir aider ma famille, et pouvoir les emmener ici, eux aussi. Tu songes à te marier? Ouais, bien sûr. Et par rapport à la maladie, tu espères quoi? Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi ton rêve quand tu penses à demain? Tu espères qu'on trouvera le médicament? Le trouver, ou même stopper un peu la maladie, voilà. Ben, s'il y a un moyen de guérir complètement, pourquoi pas. Tu voudrais un petit message pour tes parents? Ben, je les remercie énormément. Et enfin, si je suis ici en France, et si j'ai réussi dans mes études, c'est bien sûr grâce à eux. La كلام قاعدة في الليل ولا كلام قاعدة في الليل. Ouais, tu sais, voilà, mais bon. Enfin, ils n'ont pas à s'inquiéter et tout. Donc, je suis dans un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte l'être humain. Tant qu'il est un pays où il y a le social. Tu as l'air heureux en plus. Hein? Tu as l'air heureux. Oui, heureux d'être ici, mais au fond, c'est un peu difficile de les quitter. C'est 4G, c'est 2 heures d'avion, c'est pas loin. Ouais, mais c'est pas aussi simple d'aller à chaque fois. Parce qu'il faut quand même un peu d'argent pour aller. 400 € le billet aller-retour, c'est un peu cher. Au moins y aller une fois ou 2 fois par année. Ils viennent te voir, ça peut être sympa, ça pourrait être sympa qu'ils viennent te voir. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter si allez, il y a un vœu que tu veux faire, c'est quoi ton vœu? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Trouver du travail? Trouver du travail, et être un peu plus autonome. Voilà, construire une vie et se marier et tout. Et que ma copine elle vient ici. Je la remercie parce que depuis 4 ans, elle m'a aussi beaucoup aidé. Elle m'a donné du courage. Elle m'a fait sentir que j'avais rien et tout. C'est ça l'amour, hein? Ouais. Et puis voilà. Je la remercie énormément. Tu es bien entouré. Ah. Ouais, sur ce côté-là, j'ai de la chance. Et j'ai aussi mes amis. J'ai énormément. Et j'ai surtout quelques amis, certains amis. C'est eux aussi qui ont tout fait pour moi. Ils ont été comme des frères. Et
puis les jeunes de mon village, et toi, ben, c'est c'est pas ce que je pourrais dire sur eux, parce que les choses qui m'ont fait et tout, c'est énorme. Tu peux les remercier. Ouais, je les remercie énormément. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose et tout, ils étaient là, ils étaient toujours présents. Je m'occupe du diagnostic des maladies génétiques et notamment des myopathies progressives, c'est-à-dire des myopathies qui arrivent progressivement dans l'enfance, contrairement aux myopathies congénitales où là l'enfant naît malade. Les plus fréquentes de ces myopathies, c'est la myopathie de Duchenne, la myopathie de Becker, qui sont toutes les deux des myopathies liées au chromosome X, donc seuls les petits garçons sont atteints. Ensuite, il y a des myopathies qui sont dites récessives, c'est-à-dire que les deux parents doivent être porteurs d'une anomalie pour ensuite que l'enfant et transmettre cette maladie, cette mutation à leur enfant. Et l'enfant donc peut avoir soit la même mutation portée à l'état homozygote, c'est-à-dire les deux parents ont cette même mutation, ce qui arrive très souvent dans les populations endogames, ou alors les parents sont eux-mêmes porteurs de deux mutations différentes et la transmettent à leur enfant qui a une myopathie progressive du type sarcoglycanopathie, c'est-à-dire des variations délétères dans des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la membrane musculaire et qui, quand elles sont en défaut, entraînent une dégénérescence du muscle et donc une perte de la marche et une difficulté à la fonction motrice. Donc ici, on est à l'hôpital Cochin, on est dans le laboratoire de génétique qui s'occupe donc des myopathies, mais aussi de la plupart des diagnostics de maladies fréquentes, maladies génétiques fréquentes, comme la mucoviscidose, l'hémophilie, les gènes impliqués dans le retard mental, la neurofibromatose de type 1, et aussi une partie de ce laboratoire se consacre à l'oncogénétique, c'est-à-dire l'étude des gènes des tumeurs et des gènes impliqués dans les cancers. Cancer du sein, mais aussi ici il y a beaucoup de gènes impliqués dans les cancers pulmonaires et de cancers digestifs. Au laboratoire, on ne reçoit pas de patients, mais on est en contact avec des généticiens cliniciens qui sont à la maternité de Port-Royal et qu'on peut contacter si on fait partie d'une famille avec une maladie génétique définie ou non définie.
Et le généticien clinicien se met ensuite en rapport avec nous, suivant la pathologie qu'il a déterminée dans cette famille. Et ensuite, on fait donc un conseil génétique quand on connaît le cas index de la famille. On fait un conseil génétique, c'est-à-dire qu'on essaie de voir quelles sont les personnes à risque autour de l'enfant atteint. Et on propose un diagnostic prénatal quand on peut le proposer. Souvent, je suis sollicitée pour faire le diagnostic des enfants, mais donc que je fais la plupart du temps. Le problème est qu'en Algérie, même si on peut déterminer qu'une maman, par exemple, quand il s'agit de myopathie de Duchenne, qu'une maman est conductrice, c'est très difficile de lui proposer un diagnostic prénatal. Il y a très peu de gynécologues qui acceptent de faire ça. Et donc, malheureusement, on peut se retrouver avec des familles avec 3-4 enfants atteints parce que la maman a dû conserver ses grossesses, même si le fœtus était atteint. Historiquement, le Téléthon avait été quand même créé par des parents de myopathes, par Bernard Barato, qui était un papa de myopathe. Et donc, c'est vrai que les premiers temps, la FM s'est surtout consacrée aux myopathies. Et ensuite, il a élargi son terrain de générosité à d'autres pathologies. Et maintenant, c'est une association qui s'intéresse à toutes les maladies rares. Mais la myopathie de Duchenne est quand même la myopathie la plus fréquente. C'est un garçon atteint sur 3500 naissances de garçons. Et ça, partout dans le monde. Pour la myopathie de Duchenne, la pathologie du gène est due à sa très grande taille et au fait qu'il y a entre les structures qu'on appelle des exons, il y a de grandes structures qui peuvent, au moment de la méiose, qui peuvent se recombiner, qui peuvent casser. Et donc ça, c'est malheureusement des mécanismes qui apparaissent partout chez tous les enfants c'est tous les gènes DMD des enfants du monde. Participer au Téléthon depuis plus de 25 ans, c'est ça ? 30 ans. 30 ans a permis de financer la recherche ? Oui, bien sûr. On demande régulièrement des financements pour des appels d'offres très ciblés sur tel ou tel, par exemple, moyen pour détecter des mutations qui sont difficilement détectables avec nos techniques de routine. Voilà, donc on demande des financements. Oui. Il y a 30 ans, on trouvait le gène de la myopathie et c'est vrai qu'on pensait que le fait de connaître ce gène-là allait permettre rapidement de savoir le corriger. Bon, il y a des essais de thérapie génique qui ont été mis en place, c'est-à-dire on a pensé que en remplaçant le gène défectueux par un gène normal, on allait comme ça sauver les cellules musculaires. C'est plus compliqué que ça parce que d'abord, ce gène est très grand, donc pour le faire rentrer dans un virus qui va ensuite être injecté, c'est compliqué. Alors maintenant, l'idée est plutôt de s'intéresser à ce qu'on appelle les thérapies spécifiques de la mutation, donc allèle spécifique, c'est-à-dire que dans la myopathie de Duchenne, la plupart des anomalies sont des délétions dans le gène, c'est-à-dire des trous dans le gène. Et donc là, on a compris que certaines délétions permettaient la synthèse d'une protéine et puis d'autres non. Donc on va essayer de transformer nos enfants Duchenne en enfants Becker, c'est-à-dire des enfants qui ont le même gène qui est touché, mais avec des anomalies qui permettent quand même la synthèse d'un peu de protéines. Et donc l'idée maintenant des thérapies, c'est notamment dans les thérapies qu'on appelle les sauts d'exon thérapeutiques, c'est au contraire d'agrandir un peu la délétion de l'enfant Duchenne pour qu'elle devienne une délétion qui pourra être lue par la machinerie moléculaire et qui permettra de synthétiser de la dystrophine. Des progrès ont été faits parce qu'il y a 20 ans, les enfants mouraient d'insuffisance respiratoire, de gros problèmes cardiaques. Maintenant, ces enfants
On les aide, déjà on les met dans des fauteuils roulants de façon à ce qu'il n'ait plus d'attitude vicieuse qui entraînerait des déformations, du rachis. Ensuite, on les met dans des corsets, on leur met des attelles de nuit pour éviter les rétractions. Donc là, des progrès ont été faits. Ensuite, au niveau respiratoire, on les met sous assistance respiratoire très souvent la nuit. Et après, on connaît des médicaments qui vont préserver leur cœur. Donc tous les enfants quasiment en France sont mis à partir de l'âge de 5 ans sous inhibiteurs d'enzymes de conversion qui va protéger leur cœur. Donc c'est vrai que maintenant, on arrive à faire passer les enfants du chêne de pédiatrie à des services d'adultes. Donc maintenant, c'est quelque chose qui se voit régulièrement. Et l'espoir, c'est de... On ne guérit pas aujourd'hui. On ne guérit pas. On soulage, on fait des traitements symptomatiques. L'idée, c'est d'arriver à faire ces corrections au niveau du gène. Et donc, il y a d'autres pistes. Par exemple, les enfants qui ont ce qu'on appelle des mutations stop, des mutations qui, normalement, ne permettent pas de production de dystrophine. Eh bien, ces enfants-là, on les met sous un traitement qui va faire que la machinerie va oublier un peu ce codon stop, ce qu'on appelle va faire une translecture de ce codon stop et va permettre, enfin on espère, la synthèse d'un peu de protéines. Donc ça, ce sont des essais qui sont en cours. Voilà, c'est les laboratoires PTC Therapeutics qui ont mis ça au point. Et donc là, pour l'instant, nous, au niveau du laboratoire, donc on fait le diagnostic, mais aussi on maintient une base de données de tous les patients français avec des mutations. Ce qui nous permet, après, quand on nous interroge sur des cohortes de patients ayant tous la même mutation ou la même délétion, on est capable de savoir dans quel hôpital ils sont, de pouvoir les recruter assez vite. Donc ça, pour les essais thérapeutiques, c'est un outil aussi important. Il y a des symptômes, il y a des signes assez... Il y a des signes pour un petit garçon autour de 2-3 ans qui a des chutes fréquentes, qui se tient un peu cambré, qui a des mollets un peu généreux. Donc ça, c'est des signes moteurs, des signes cliniques, mais il y a aussi chez les petits du chêne des anomalies au niveau de l'apprentissage. Il y a parfois des troubles de l'apprentissage qui sont en premier plan avant les signes moteurs. On ne voit pas forcément quand on est parent. Voilà, qu'on ne voit pas forcément quand on est parent, mais que les instituteurs ou les gens à la crèche peuvent remarquer et qui peuvent mettre sur la piste. Et nous, c'est vrai que maintenant, en France, on est de plus en plus vigilants là-dessus. Et très souvent, maintenant, j'ai des enfants qui sont envoyés par des pédopsychiatres, qui disent que l'enfant est agité, qu'il a un contact avec les autres un peu différent, qu'il a du mal à mémoriser. Et on fait assez souvent des diagnostics de Duchenne. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps, voilà. Alors évidemment, maintenant, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait faire un dépistage systématique des enzymes musculaires à tous les petits garçons qui naissent en France. Et ça, parce que ça commence à se faire, par exemple aux États-Unis, il y a des screenings néonatals. Nous, en France, on est encore un peu réticents à ça parce que... on comprend bien qu'il faut... ça permettrait parfois de faire le diagnostic très tôt, mais ça permet... Enfin, les parents sont assez réticents parce que la myopathie de Duchenne, jusqu'à 3 ans, c'est un enfant qui est quasiment normal, qui a une vie normale. Et pour certains parents, c'est douloureux de savoir qu'on leur a volé, entre guillemets, ces 3 années où ils étaient un peu tranquilles. Mais c'est vrai que ça évite quand même aux mamans d'avoir un deuxième enfant myopathe si on arrive à détecter le premier avant l'âge de 2-3 ans, avant que la maman n'ait fait d'autres enfants. Ces signes-là. Voilà, voir le pédiatre qui demandera à faire un dosage d'enzymes musculaires
Et C'est un là, dosage qui se fait relativement très rapidement, c'est ce qu'on appelle les CPK, les créatines kinases musculaires. Et ça, elles sont toujours élevées dès la naissance. Et donc, c'est un signe biologique qui permet, c'est vrai, de détecter une souffrance musculaire, bien avant que les signes cliniques s'installent. Là, on a parlé surtout des myopathies liées à l'X, au chromosome X. Donc, les mamans sont transmettrices, elles transmettent leur chromosome X muté ou non muté. Parfois, c'est des néomutations, c'est dans 1/3 des cas. La maman n'a pas de mutation et au moment de la conception, il s'est passé un problème au niveau de ce gène-là. On ne sait pas l'expliquer aujourd'hui. Non, on ne sait pas l'expliquer. On sait que de par cette structure du gène, au moment des mitoses, il y a des choses enfin des cassures qui sont provoquées, notamment au niveau des méioses. Et donc, voilà, on ne sait pas, non. Donc ça, c'est les pathologies qui sont liées au chromosome X, donc seuls les garçons sont atteints. Mais il y a des myopathies progressives aussi qui sont liées à des gènes codant pour des protéines qui font partie du complexe de la dystrophine. Donc, si elles sont perturbées, ces protéines, eh bien, les signes cliniques seront quasiment les mêmes que dans la myopathie de Duchenne. Mais là, ce sont les deux parents qui auront transmis une anomalie. Et donc, le conseil génétique ne sera pas du tout le même. C'est-à-dire, là, il faudra que le papa et la maman soient prélevés et les sœurs des deux parents, sœurs et frères des deux parents, soient testés. Cliniquement, par exemple, une myopathie qui est due à une gamma-sarcoglycanopathie, c'est-à-dire un trouble dans le gène de la gamma-sarcoglycane, eh bien, les signes cliniques sont quasiment les mêmes que pour un petit Duchenne. Et alors, ces myopathies-là, notamment les gamma-sarcoglycanopathies, elles sont très fréquentes autour du Maghreb parce qu'il y a un effet fondateur, il y a une mutation qu'on retrouve très souvent, qui est la mutation DEL525T, et qui est parfois très fréquente dans ce pourtour de la Méditerranée. Et donc, c'est vrai que très souvent, on retrouve des porteurs de cette mutation dans des grandes fratries. Et donc, s'il y a un mariage consanguin, eh bien, on augmente le risque que les deux parents soient porteurs de cette mutation. Quand il s'agit, dans une même fratrie, quand on voit des petites filles et des petits garçons atteints, il faut avoir à l'esprit que là, il s'agit d'une myopathie récessive et qu'il faut tester les deux parents. On ne s'en sortira pas peut-être qu'avec un seul traitement. Je pense qu'il va falloir des combinaisons de plusieurs thérapies. Alors évidemment, il y a la thérapie avec les cellules souches qui permettrait là effectivement de traiter toutes les myopathies. Bon, on en est au début, mais le Téléthon va financer de très nombreux groupes, notamment au Généthon, à ISTEM. Donc ça, ce sont des thérapies qui sont là en ce moment, mais sur le terrain. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre la physiopathologie de ces maladies-là, comprendre par exemple pourquoi l'enfant myopathe a tout de suite une fibrose qui s'installe dans son muscle, quels sont les éléments qui pourraient retarder cette fibrose, pourquoi le tissu conjonctif remplace le muscle sain. Donc tout ça, on connaît des pistes pour freiner tous ces mécanismes-là, mais pas pour soigner pour l'instant. Mais bon, on garde l'espoir. Il y a des parallèles qui se font, par exemple, avec la mucoviscidose. On sait qu'il y a des mutations dans la mucoviscidose qui entraînent des anomalies dans la protéine CFTR. La protéine est produite, mais elle ne va pas à la membrane. Chez les myopathes, c'est pareil. Il y a des pathologies comme l'alpha-sarcoglycanopathie où on a des mutations qui entraînent des productions de protéines qui sont là, qui sont
au sein de la cellule, mais qui ne vont pas jouer leur rôle de structure dans la membrane. Et donc là, si on comprend mieux ces mécanismes, on pourra agir dessus et trouver des traitements. Et il y a déjà des choses qui se font. Il y a des modèles animaux qui sont créés, qui vont ressembler de plus en plus aux pathologies humaines, parce que pour la myopathie de Duchenne, jusqu'à présent, on avait la souris MDX, mais qui était malade, et elle n'avait pas de dystrophine, mais elle courait très bien, elle avait un muscle qui se régénérait très bien. Mais là aussi, comprendre pourquoi chez la souris, il y a un système de compensation, de régénération qui se fait, alors que chez l'homme, ça ne se fait pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas agir là-dessus aussi, faire que les enfants se portent aussi bien que nos souris modèles? Il y a des tas de pistes qui sont en place, là. Et je pense que sur, par exemple, les cellules souches, après les cellules souches, on pourra les différencier en tous les tissus qu'on voudra, hein. Donc après, c'est comment arriver à injecter ces cellules souches pour qu'elles reforment un tissu neuf. Ça sera plus compliqué, mais c'est un espoir, c'est sûr. Le gène DMD a été étudié, je pense, dans les premiers temps en France. Ouais. Est-ce que tu imaginais, avec 25 ans ou 20 ans en arrière, qu'on en serait aujourd'hui Ah non, pas du tout. Enfin, c'était là, quand je vois des patients qui, justement, ont passé les caps des 18 ans, qui partent à l'université, que je rencontre au moment des journées des familles et qui me disent qu'ils sont en faculté, qu'ils sont autonomes, je trouve ça formidable. Ça, c'est vrai qu'il y a 20 ans, nos patients à 15-16 ans mouraient d'insuffisance respiratoire ou d'infection. Donc là, on voit que les traitements symptomatiques ont porté, ça c'est sûr. Un dernier petit mot, France, non ? Si les médecins algériens m'entendent, j'aimerais bien qu'on essaie de consolider notre collaboration là, parce que j'entends parler de beaucoup d'enfants myopathes algériens qui sont en errance diagnostique pendant des années et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses simples à faire, il y a des diagnostics à poser assez facilement et bon, j'espère que cette collaboration va repartir, mais il faut tous s'y mettre.